Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de mec. Dans cet épisode, je suis très heureux de recevoir Zerator, le plus gros streamer Twitch en France, qui s'est fait connaître du grand public grâce au Z-Event, l'énorme événement caritatif qui a permis de récolter des millions d'euros à de nombreuses assos depuis plusieurs années. Dans cet épisode, on discute de son rapport à la masculinité bien sûr, mais également de santé mentale, d'entrepreneuriat, de son quotidien de streamer, mais aussi d'argent. Merci beaucoup à Gillette pour le sponsoring de cette vidéo. Gillette qui est également le sponsor de Mandatory, la prometteuse équipe e-sport de Zerator. Après m'avoir permis de discuter avec Kevin Mayer, qui est champion du monde de décathlon, et Alexis Anquincan, qui écrase le paratriathlon depuis des années, Gillette vous offre aujourd'hui la possibilité d'avoir une discussion inédite avec Zerator sur des sujets qu'il n'avait pas vraiment évoqués dans un micro. Bonne écoute à vous et merci encore à Gillette pour le soutien, grâce à qui vous pouvez écouter ce podcast gratuitement. On est donc avec Zerator. Salut Zerator. Adrien, salut. Zerator, Zera. Peu importe, je sais pas. C'est aux gens de décider. C'est aux gens de décider. Ouais. Tu laisses maintenant les gens faire, décider de t'appeler comme ils veulent. Finalement. C'est ça. Selon comment ils ont découvert, tu vois, comment ils me connaissent ou pas, ça peut changer. Ok. Moi, ça me dérange pas. Alors, et les gens qui te connaissent depuis très longtemps, parce que tu fais du streaming, on va en parler juste après. Tu fais du streaming depuis longtemps, quasiment 15 ans. 15 ans. 14 ans en vrai, pour être exact. Incroyable, t'as commencé en 2010. Ouais. À commencer à faire des commentaires à l'époque de matchs, hein, c'est ça? T'as vachement évolué depuis. Exact, je commentais des compétitions de jeux vidéo, un seul jeu vidéo d'ailleurs, qui s'appelait StarCraft 2 à l'époque, parce que c'était le seul média dans ce monde-là qui était commentable. Et après, ça a évolué. Je me suis mis à moi-même jouer et à retransmettre mes parties et à commenter en même temps et après faire un peu des deux. Et aujourd'hui, c'est beaucoup soit de jeux vidéo que je retransmets, soit de spectacles que j'essaye de faire et de commenter. Oui, t'as monté on va parler de tout ça, mais t'as monté une structure qui crée notamment le truc le plus connu, qui t'a fait connaître par le grand public, etc., c'est le Z-Event. Ouais, exact. Que t'as fait tous les ans, sauf l'année passée, ouais. où c'est un événement caritatif, c'est ça? Ouais, tout à fait. Le The Event, c'est un marathon de collecte, un peu comme le Téléthon pour ceux qui connaissent pas, sauf que c'est sur Internet, c'est pas à la télévision. Et ça dure 3 jours. On a plein de chaînes allumées qui correspondent à chaque créateur qui vient avec sa chaîne et ses idées, mais on est tous dans la même pièce. Et ça dure du vendredi soir au dimanche soir, minuit à peu près, minuit 1 heure en gros. Et on lève des fonds chaque année. Ça a commencé un peu petit, ça grandit chaque année. Là, ça fait 2 ans d'affilée qu'on a levé 10 millions d'euros pour plusieurs associations. C'est incroyable. 10 millions d'euros. Ouais, c'est fou, c'est incroyable. Tu t'en rends compte? Ah non, mais c'était impossible de se dire que ça allait fonctionner comme ça. Mais c'est super parce que ça fait un moment dans l'année où on fait quelque chose pour plus grand que nous et j'adore l'idée d'être unis pour un même but, la cause commune, etc. C'est un truc qui m'est vachement cher. T'as monté un studio de jeux vidéo aussi pour développer des jeux? Tout à fait, j'ai monté un studio de jeu en 2015. Alors c'était d'abord à distance et puis on a fini par rapatrier les équipes dans des locaux à Montpellier. Ça s'est pas toujours bien passé parce qu'au début on a eu des échecs commerciaux qui ont formé les équipes en même temps effectivement. Donc ce studio s'appelle Unexpected. D'ailleurs là on sort un jeu dans très peu de temps et c'est un studio qui aujourd'hui vit de ses créations. Donc c'est vraiment top et l'équipe c'est une petite dizaine de personnes. Donc c'est super et ils sont juste à côté effectivement. C'est incroyable. Ouais, ça c'est trop cool. Et à côté de ça, en passant, sans doute parce que tu t'ennuyais, t'as monté une équipe d'e-sport. Ouais, exact. On a aussi dans les mêmes locaux l'équipe Mandatory, qui est un club de e-sport, donc le jeu vidéo compétitif. C'est comme un club de foot, sauf que c'est sur du jeu vidéo. Et ça s'appelle Valorant, le jeu sur lequel on officie. Il y a aussi un autre jeu qui s'appelle World of Warcraft, mais c'est une plus petite équipe avec un peu moins de moyens. Par exemple, les joueurs sont pas en physique sur place, etc. Donc on a 2 équipes, dans notre club e-sport. Et c'est une équipe qui fait son petit bonhomme de chemin. C'est pas la plus grande structure française, c'est pas non plus la plus petite. On essaie d'évoluer avec nos moyens et on officie dans ce qu'on peut appeler la Ligue 1 de Valorant, qui n'est pas la Ligue des Champions, dans laquelle il y a d'autres équipes françaises, mais on est dans la première ligue nationale pour essayer de faire notre mieux tout simplement. C'est incroyable et c'est aussi dans ce cadre-là qu'on se retrouve parce que
c'est Ouais. Gillette qui sponsorise Mandatory depuis Ouais, l'année tout à fait. passée, c'est ça, si Ouais. je ne me trompe pas? Ouais, c'est ça. Gillette sponsorise Mandatory. C'était rigolo d'avoir c'est toujours un peu étonnant d'avoir des sponsors endémiques ou non endémiques en fonction de la relation qu'ils ont avec les équipes, etc. Et Gillette, forcément, pas du tout lié au milieu de l'e-sport, du gaming ou du matériel informatique. Donc, on a fait quelque chose d'un peu particulier. On a fait des podcasts avec eux sur la santé mentale. On a fait des petites coupes à nos joueurs aussi, que ce soit barbe ou cheveux. Et c'était très sympa de faire des choses différentes. On va parler de santé mentale, si tu veux bien. Ouais. Ah ouais, grave, Si grave. ça C'est te va. important. C'est très important, surtout pour les mecs, parce que les mecs, bon, voilà, presque Pour tout 200 le monde, en vrai. mais- Parce que d'une manière générale, mais les mecs ont tendance un peu moins ont tendance plus. J'ai remarqué, tu vois, 200 épisodes d'histoire de s'enfermer. mecs à aller dans le mur, Ouais. à aller ok. prendre le mur en pleine gueule, et puis Ok. après à se dire, peut-être j'ai pris un mur en pleine gueule. Ah ouais, d'accord. Ouais, d'une manière générale. Ouais, peut-être. Plus réservé sur les émotions. Ouais, exactement. Ok. En tout cas, pour rentrer dans le vif du sujet, première question que je pose à tous mes invités. Mhm. Adrien, c'est quoi pour toi être un homme? C'est une question hyper difficile, surtout que c'est une question qui évolue. Enfin, c'est une réponse qui évolue au fil du temps. Je pense que j'aurais pas eu la même réponse il y a 10 ans, j'aurais peut-être pas la même dans 10 ans. Aujourd'hui, un homme, je pense que c'est quelqu'un qui doit être conscient des responsabilités qu'il a et de l'image qu'il véhicule. C'est important aussi de comprendre ce qui se dit sur les hommes pour pouvoir réagir en fonction de ça, comprendre ce qui ne se dit pas aussi sur les hommes. C'est Ce qui se dit pas? je veux dire, c'est comme tu disais, par exemple la santé mentale, Ouais. tu vois, toutes ces choses. En fait, il y a des Tu veux clichés dire sur les tabous, hommes. quoi, c'est ça? Ouais, c'est ça, les Ouais. tabous. Il y a des clichés positifs, des clichés négatifs, qui sont en plus véhiculés par pas les mêmes types de personnes. Je pense que je pense qu'être un homme, c'est être conscient de ce qui se dit autour des hommes. À mon avis, si tu arrives à être conscient de ce qui se dit un peu sur toutes les sphères, tu peux essayer de devenir un meilleur homme et donc un meilleur humain. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire, moi. Ouais. T'as l'impression, tu disais que c'était pas forcément la même chose pour toi il y a 10 piges. Ouais. T'as l'impression d'avoir évolué dans quel sens par rapport à tout ça? Je pense que j'ai évolué dans un sens d'ouverture et de maturité, puis ce qui vient forcément avec l'âge, j'imagine, et en plus en côtoyant des gens. T'as 34 ans aujourd'hui. J'ai 34 ans, Voilà. tout à fait. J'ai 34 ans depuis mars. Bravo. Et bravo, merci, c'est vrai, c'est super. Je pense que j'avais plus de naïveté, plus d'idées reçues positives, il y a tout le côté paternalisation, tout le côté patriarcat également. Ça, c'est quelque chose dont on prend conscience quand on avance plus dans la vie, je pense, et qu'on côtoie de plus en plus de gens. Nous, en plus, je pense que quand on est créateur, c'est démultiplié, parce que quand on vit avec les réseaux sociaux, avec des chats, avec des commentaires, on voit beaucoup plus des avis polarisés dans un sens ou dans l'autre. Donc ça nous aide à voir les extrêmes pour se faire un avis qui est probablement entre les deux pour la plupart du temps. Donc ouais, non, c'est sûr que mon métier et ma vie, mais surtout mon métier, m'ont appris à devenir différent, ouais, très différent, je pense. En quoi ton métier t'a appris à devenir différent alors? Mon métier a appris à devenir différent parce que justement le fait de parler à des gens tout le temps et de voir leurs réactions. Pour les gens qui connaissent pas Twitch, Ouais. tu passes ton temps à interagir. Tu ne fais pas juste que Ouais, c'est pas exact. comme de la télé, quoi. T'es pas en train juste de discuter. Il y a un chat sur le côté. Effectivement, je regarde. En fait, j'ai plusieurs écrans d'ordinateur, en général 2 ou 3. Et en gros, sur mon écran principal, il y a mon jeu ou ce que je suis en train de commenter. Et sur l'écran de gauche ou droite, il y a le chat avec des gens qui réagissent. Et on a de 0 à 3 secondes de délai maximum avec les gens. Donc c'est vraiment hyper instantané. En gros, c'est selon la connexion des gens. Il y en a qui ont plusieurs secondes, etc. Donc c'est hyper instantané, de telle sorte que la moindre phrase, le moindre mot, tu sais tout de suite si quelqu'un, ça lui a pas plu, si ça a fait rire, si ça a choqué, si ça les rend énervés, tristes, joyeux. Et en fait, on peut composer notre discours et notre façon de nous exprimer en fonction de ça. Ce qui peut être éloigné ou pas de ce qu'on pense d'ailleurs. En fait, chacun exprime ce qu'il veut, mais ça veut pas dire qu'il exprime forcément ce qu'il pense. En tout cas, moi, c'est pas mon cas. Il y a des fois où je fais l'avocat du diable volontairement. Il y a des fois où je pense l'inverse de quelque chose, mais je me dis tiens, qu'est-ce que ça donnerait si là j'allais dans cette direction, etc. Donc voilà, j'essaye justement de m'ouvrir à plein de choses. Et c'est justement dans cette particularité que le métier nous forme à être hyper ouvert. C'est quasiment obligé d'être ouvert. Si t'es pas quelqu'un d'ouvert et que tu parles constamment avec des milliers de personnes, à mon avis, tu deviens fou. Tu dois vraiment te dire, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai l'impression aussi que le milieu, d'une manière générale, du streaming, du jeu vidéo, s'est ouvert beaucoup
Là où il y a encore 10 ans, c'était une bulle entre mecs en fait. Et j'ai l'impression que là, plus ça va, plus c'est en train de s'ouvrir. Il y a de plus en plus de streameuses. Tu vois, il y a aussi de plus en plus alors des filles qui jouent, je crois qu'il y en a toujours eu, mais juste, on est peut-être en train aujourd'hui de les prendre en considération sociétalement, quoi. Ouais, d'autant que, à mon avis, en tout cas dans le domaine du jeu vidéo, purement jeu vidéo, je pense que la proportion de streameuses est supérieure à la proportion de spectatrices. J'en suis quasiment sûr parce que, et surtout en France, je trouve qu'on a plutôt une bonne représentation. Alors, évidemment, je dis par rapport aux spectatrices de jeux vidéo. On n'est pas du tout à 50-50 et encore moins avec un pourcentage supérieur de streameuses. Donc, on n'est vraiment pas sur une parité. Mais je pense que par rapport aux autres pays et aux autres langues, à mon avis, on s'en sort pas si mal que ça. Et surtout, en France, tu veux dire? En France. Ouais, en France. Spécifiquement en France, je pense qu'on est un pays qui est plutôt ouvert là-dessus et que ça dérange pas spécialement je pense que les gens s'en fichent globalement, qui sont prêts à avoir n'importe quel contenu et qui font fi totalement de la personne qui est en train de leur présenter ce contenu-là. J'ai l'impression que c'est ça en tout cas. Et après, il y a quand même deux facettes de Twitch. Il y a le jeu vidéo et le non-jeu vidéo. C'est quand même très différent. Oui, c'est sûr. Moi, je suis très jeu vidéo sur Twitch. Quasiment pas autre chose. C'est très rare que je fasse autre chose que du jeu vidéo. Ça arrive, mais c'est assez rare. Et en fait, pourquoi je dissocie les deux? Parce qu'à la base, Twitch, c'est que du jeu vidéo. Et ça a commencé à s'ouvrir il y a, allez, on va dire 5 ans, même si en vrai, ça, on pourrait dire 10, mais on va dire 5 pour le mainstream. Oui. Quasiment un peu avant le Covid, en gros, et le Covid a démultiplié ça. Mais à l'époque de Mademoiselle, moi, on avait lancé une web TV, on faisait du talk, on se faisait bannir notre chaîne à chaque fois parce qu'on parlait pas de jeux vidéo. Ah bon, bannir? Ils nous supprimaient notre compte. Ah ouais, ok. En fait, le talk, c'est quelque chose qui a pris naissance sur Twitch il y a quand même pas mal de temps, mais c'est vrai que on avait en majorité du gaming. Aujourd'hui, les catégories majeures de Twitch sont effectivement la discussion, les trucs qui sont pas liés aux jeux vidéo, sauf quand il y a des grandes compétitions, évidemment. Ouais. Ça m'intéresserait de savoir un petit peu quel petit gars t'étais. À quoi tu ressemblais quand t'avais 7-8 ans? Écoute, j'étais blond. J'étais totalement blond parce que voilà, très souvent on est enfant, on a la chevelure plus claire, donc moi c'était blond, quasiment platine, hein, je sais pas si ouais, tu vois comme là la petite figurine où là j'étais quasiment doré, tu vois. Donc très blond. Un super saiyan quoi. Ouais, c'est ça. Et j'ai commencé à brunir avec je pense la puberté, à châtainiser into quasiment brun. Je suis pas tout à fait brun, hein. Je suis châtain. Voilà. Donc ça a commencé je pense aux alentours de 15-16 ans. Un truc comme ça. Mais sinon, j'étais très blond. J'étais plutôt... j'avais de l'énergie sans être hyperactif, je dirais. J'étais pas trop timide. J'étais plutôt bon élève, 7-8 ans. J'étais bien. T'avais des potes et tout. Un garçon sans histoire. Classique, on dirait qu'on parle d'un serial killer. Un garçon sans histoire, vraiment, qui ferait pas de mal à une mouche. Non, j'ai pas de grandes histoires de près 10 ans. Il m'est pas arrivé un truc de dingue. Voilà, je faisais un peu de sport, un peu de musique, j'allais à l'école. Pourquoi tu dis près 10 ans? Il s'est passé un truc pour toi? Non, mais je veux dire, j'ai dit 10 ans totalement au hasard. J'ai pas de souvenir précis d'un truc de fou qui me serait arrivé avant une dizaine, douzaine, treizaine d'années. Voilà. Tu jouais déjà au jeu? Je jouais aux jeux vidéo. Alors, faut savoir que j'ai un frère qui a 15 ans de plus que moi. Donc c'est vraiment lui qui m'a initié aux jeux vidéo. Ouais. Il a eu les premières consoles, les premiers ordinateurs, et forcément moi je regardais ça avec des yeux qui pétillent. J'avais aussi 2 sœurs, donc plus grandes que moi elle aussi. Donc je suis le petit dernier d'une famille de 4, enfin d'une Adelphi de 4 et d'une famille de 6 du coup. Ouais. Donc effectivement c'est je pense que sans lui je sais pas si j'aurais été amené aux jeux vidéo, mais effectivement je regardais, je jouais aux premiers ordi, aux premiers Super Mario, les Sonic, les Doom, les trucs comme ça. Il n'y avait pas le Peggy 16 ou le Peggy 12 à l'époque. Hein. Je regardais Doom et j'étais comme ça et j'étais content. Hein. Je devais avoir je sais pas quel âge. 6 ans. Ouais, j'en sais rien. Et après, très vite, on a eu un ordinateur familial. Mes sœurs s'en servaient beaucoup pour faire du chat. À l'époque, Caramel, Yahoo, AOL, à l'ancienne. Et les garçons, évidemment, s'en servaient pour faire du jeu vidéo. C'est très cliché, mais c'était le cas. Non, cela dit, j'ai aussi fait beaucoup de ICQ. Non, mais c'est sûr. MSN+, Caramel, AOL et tout. Donc ouais, on a tous fait ça. Et voilà, après, jeux vidéo, c'est venu naturellement. Je me suis mis à trouver des amis au collège, puis lycée qui jouaient aussi. Et après, c'est monté de fil en aiguille. C'était un truc social pour toi?
Alors, tu jouais tout seul? Moi, j'ai jamais vraiment joué seul. Ouais. J'ai surtout joué en groupe. J'ai commencé par des jeux multijoueurs. Enfin, j'ai commencé par des jeux solo quand mon frère me montrait, etc. Mais très vite, j'ai joué à des jeux à plusieurs. Dans des cybercafés aussi. Je suis beaucoup allé en cybercafé, beaucoup. Bon, du coup, j'avais plus que 10 ans, là, tu te doutes bien. Oui. Mais ouais, je suis beaucoup allé en cybercafé. Tu jouais à quoi? Je jouais à Counter-Strike. Ah bah oui. C'était quasiment Après, j'ai joué à Warcraft. Donc, c'était les 2 jeux auxquels on jouait le plus, même si de temps en temps, il y avait des tentatives, mais on revenait au grand classique très vite. Et ouais, j'ai dû claquer l'argent d'une bagnole, ouais, dans un cybercafé. Non, en vrai, j'en sais rien, je me rends pas trop compte, mais moi, j'avais l'impression d'y aller beaucoup. Et je me rappelle même, tu sais, que je faisais des tâches ménagères à la maison pour que ma mère me donne une pièce, pour que j'aille au cyber, etc. Donc là, tu te réunissais pour jouer en local avec tes potes, c'est ça, dans les cybercafés? Ouais, c'était à Dimension 4 à Montpellier, rue des Balances, ça s'appelait, et c'était au centre-ville. Et c'était le cybercafé hype de Montpellier, tout le monde y allait. Donc voilà, c'était une belle époque, ça. J'étais au collège. T'as la sensation que ça t'a construit en tant que le mec que t'es aujourd'hui, ou que t'as pu être il y a quelques années, en tout cas, cet aspect un peu communautaire, tu vois, de se retrouver autour du jeu vidéo tous ensemble. Franchement, c'est sûr, je peux pas nier que ça m'a construit, c'est sûr. J'ai depuis, du coup, je dirais 12 ans, je joue à des jeux multijoueurs en groupe, mais très souvent en groupe dans la même pièce. Ouais. J'ai très peu joué en étant seul, très longtemps isolé, ça m'intéressait pas trop. Et en plus, j'avais ce côté où moi j'allais faire des LAN, donc quand j'ai commencé à avoir 15 ans, j'ai déplacé mon PC dans des LAN parties, donc pour ceux qui savent pas, c'est des endroits où on amène son ordinateur, on se branche en réseau et on fait des tournois. Voilà, donc et après je suis beaucoup allé en cybercafé comme je te disais, donc il y avait toujours cette dimension sociale. L'été, quand on était en vacances avec mes copains, je leur disais d'amener leur ordinateur chez moi, et on était 3 ou 4 et on faisait des LAN parties à la maison à 3 ou 4. Donc j'ai beaucoup fait ça. Et dès qu'il y a eu les MMORPG qui ont été vraiment une grande ligne pour moi de avant-après. Ouais. Là, par contre, j'ai plus décroché d'ordinateur. C'était pour moi la quintessence ultime du jeu vidéo. Le jeu vidéo en groupe, en permanence, où tu pouvais faire à peu près n'importe quoi. C'était incroyable. Alors, les MMORPG, pour ceux qui l'ont pas, World of Warcraft, World of Warcraft, le plus connu, quoi. Tout à fait, c'est le plus connu. Il y avait, les gens ont beaucoup connu Second Life, au moins dans les clichés. Moi, j'y ai jamais joué, mais j'ai connu l'époque. Mais j'ai à l'époque beaucoup joué à la 4e prophétie, à Dark Age of Camelot, à EverQuest. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées, mais c'était World of Warcraft, effectivement, le plus connu. Parce qu'aujourd'hui, tu continues à faire tu fais des lives parfois de 8 heures où tu joues à World of Warcraft, t'es complètement zinzin, là. Le mec c'est rare. Non, mais c'est une fois par an ou 2. Oui, c'est ça. Mais j'ai un peu l'impression que t'as des moments où t'as envie de jouer. En fait, tu vas jouer pendant une journée complète. Mais malgré tout, t'es pas tout seul. Ouais, tout à fait. Tu streams en même temps. Ouais, tout à fait. Tu vois, je répondais à une interview il y a pas longtemps. Je crois que j'étais chez Popcorn, chez Domingo, et il disait, est-ce que vous aimez voyager seul? Est-ce que ça vous tente? Est-ce que vous l'avez déjà fait? Et je lui disais, non. Et même moi, c'est l'inverse. J'estime que le temps est gâché si je le partage pas avec des gens. Et d'autres me disaient, mais t'as tort parce que voyager seul et tout. Je disais, je comprends l'expérience et en plus les arguments des gens qui voyagent seuls sont toujours excellents et je suis d'accord avec eux. Néanmoins, je ne peux m'y résoudre et moi, quand je partage pas mon temps ou mes activités avec quelqu'un, j'estime que ça vaut pas trop le coup. Donc, et c'est le cas pour tout. Hein. C'est le cas pour manger, c'est le cas pour faire une activité, c'est le cas pour sortir, aller en vacances, jouer à des jeux vidéo, faire du sport. Voilà, j'ai beaucoup de mal à faire du sport moi-même tout seul, typiquement. Voilà. Ouais. Donc toutes ces choses-là, je partage tout. J'essaye, en tout cas, de tout partager. C'est pas pour rien qu'on est dans des locaux avec plusieurs streamers maintenant aussi. C'est quelque chose qui est à mon initiative. Ça veut pas dire que ça se serait pas fait si j'avais pas été là, mais en tout cas, c'est moi qui ai un peu poussé pour qu'on aille dans cette direction. Et voilà. Donc je suis un animal social, très social. Non, mais c'est trop intéressant parce que, en fait, je me demandais. Alors, je comprends très bien l'idée d'avoir envie d'avoir une bande autour de toi, etc. T'avais l'impression déjà à l'époque d'être un peu le chef de la bande? Je dirais pas quand que je dis chef, je veux dire le mec qui lead, quoi. Le moteur. Ouais, voilà, c'est ça. Je pense que j'ai toujours été un peu moteur, effectivement. Moteur d'activité, dans les classes, dans les bandes, comme tu dis, dans les colos de vacances même. J'ai toujours été effectivement cette espèce de moteur. On me l'a déjà dit. Voilà, toi, t'es quelqu'un qui est plutôt moteur, pas trop suiveur. Ce qui a des avantages et des inconvénients, d'ailleurs, je précise. Parce que souvent, on se dit, ouais, les moteurs, c'est forcément des gens qui sont plus à l'aise, machin, mais pas forcément. C'est aussi que parfois, je sais pas, j'ai l'impression... J'ai le sentiment que parfois, si personne le fait, ça va pas arriver, donc il faut bien que quelqu'un y aille. Et donc j'y vais, quoi. Tu te sens une forme de responsabilité?
Je sais pas, ouais. Un peu j'ai une croix, l'impression. quoi, tu vois. Ouais, non. Non, mais- C'est pas une croix comme si c'était vraiment un fardeau qui me pèse sur les épaules tout le temps, mais j'ai ce côté où, bon, bah, de toute façon, si personne s'active, ça va pas arriver. Donc, allons-y et c'est pas grave, quoi. T'aimerais bien trouver des relais parfois? J'ai trouvé des relais, même alors je pense surtout professionnellement, parce que j'ai beaucoup de délégués. Quand tu veux grandir ou faire plusieurs choses professionnellement, dans mon milieu en tout cas, t'es obligé de déléguer. Et j'ai trouvé des gens, bien sûr, pour déléguer. J'ai pas de problème à déléguer d'ailleurs. Souvent, on pense que les gens moteurs pas à faire tout ça si tu mais tu savais pas déléguer, je crois. tu vois la fameuse expression on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Alors c'est peut-être vrai, mais du coup on fera pas grand-chose. Enfin, en tout cas, on fera beaucoup moins. Donc je pense qu'il faut mettre de l'eau dans son vin et se dire parfois je préfère qu'un truc existe et qu'il soit moins bien fait que si moi je l'avais fait, plutôt qu'il existe pas et que j'ai pas le temps et me noyer dans des trucs. Donc ouais, t'es obligé de déléguer, je pense. C'est un truc que t'as appris, ça? Ouais, j'ai appris à sacrifier mon perfectionnisme, on va dire, au profit de l'existence de l'idée même. Donc ça, c'est hyper important. Et je pense qu'il y a plein de gens qui font pas grand chose en se disant, de toute façon, je vais pas y arriver, ou de toute façon, il faut que j'ai plusieurs personnes, donc vas-y, c'est trop compliqué, etc. Moi, j'aime bien me dire, essayons de le faire. Essayons de le faire, on verra. Et voilà. Et beaucoup de gens me disent, bah c'est facile parce que toi ce que tu fais ça réussit et tout, mais c'est parce que les gens voient ce qui marche. Donc c'est un grand biais un grand biais des idées qui survivent, c'est qu'on voit pas ce qui fonctionne pas, ou en tout cas on le voit moins parce qu'on communique pas sur ce qui marche pas. Ouais, c'est ça. Tu vois, tu me disais tout à l'heure que t'aimais bien expliquer d'une manière générale ce qui se passe et tout. T'as tendance aussi à partager les échecs? J'ai tendance à partager les échecs et je l'ai beaucoup fait, notamment pour Unexpected. C'est le premier exemple qui me vient, il y en a d'autres. Donc le studio? Le studio de jeux vidéo, où j'ai expliqué que pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, bah, c'était galère de rémunérer les gens, de payer, parce que le studio rentrait 0 argent, il en coûtait beaucoup. Alors là, je parlais que de financièrement, parce que justement, il y a eu l'échec commercial de notre premier jeu, ça n'avait pas été facile pour les équipes, il y a des gens qui sont partis, parce que du coup, financièrement, c'était plus faisable, c'était plus tenable. Et ça, je l'ai un peu expliqué en live, j'en parle et c'est évidemment c'est peut-être plus facile d'en parler parce que maintenant c'est derrière, mais je pense que c'est important que les gens voient que c'est pas toujours une réussite. Ça a dû te faire bizarre, non? Tu vois, d'avoir donc c'était quoi, 2015, ça faisait déjà 10 ans. C'était plutôt là on est aux alentours de 2017, 2018. Ouais, donc 7-8 ans que t'étais en train de faire ce métier et tout, où t'as une forme de traction, des gens qui te suivent, etc. Et que ta communauté te suive pas sur un lancement de jeu comme ça. En fait, ils ont suivi. La communauté a suivi, mais c'est juste qu'il fallait plus. En fait, c'était un très bon tremplin, mais le tremplin, ça sert à sauter, mais des fois, tu t'envoles pas, tu ratterris. Et là, on a atterri, tout simplement. Et c'est pas la première fois qu'on a lancé quelque chose qui était un tremplin qui a fait ratterrir, hein. Je veux dire, c'est déjà arrivé. Mais c'est vrai que ce qui est visible, c'est les e-events, les ILAN, les Trackmania Cup, quand on fait Bercy, quand j'ai fait un financement participatif et qu'on a fait 1000% à l'objectif. Ouais. Donc ça, c'est hyper visible, c'est hyper vrai. Et les gens se disent, ah ouais, du coup, bah, ça marche hyper bien pour lui, etc. Mais il y a aussi plein de choses qu'on essaye qui fonctionnent pas. Et c'est important que les gens le sachent. Ça fait partie de l'expérience. Ouais, tout à fait. Dans l'entrepreneuriat, finalement. Ouais, tout à fait. Et puis après, j'ajoute que il y a des choses qui fonctionnent pas financièrement, mais qui fonctionnent humainement. Et Unexpected, c'est un bon exemple. Je pense que, en fait, c'est comme si les 4 premières années d'échecs nous ont servi à avoir une équipe qui fonctionne maintenant. En termes de management, tu veux dire, de recrutement, ouais, etc. c'est ça, management humain, et puis savoir quelles sont nos limites aussi, savoir qu'est-ce que tout implique en termes de temps, d'humain, d'argent, de gestion, savoir où est-ce qu'il faut s'impliquer, quand. Parce que même pour moi, c'était très nouveau. Donc ouais, un échec commercial dans l'entrepreneuriat, j'ai l'impression, et souvent une réussite soit professionnelle, soit personnelle. On apprend forcément des échecs. Bon, des réussites aussi, on apprend, hein, c'est vrai. Parce qu'on dit toujours, ouais, on apprend forcément des échecs, mais des réussites aussi. Hein. Les réussites, c'est super aussi, hein, pour apprendre. On se dit ça a bien marché, c'est bien, voilà, je coche. Est-ce que ça te va si on parle d'argent ? Ouais, bien sûr, on peut parler d'argent. Tu disais que t'avais envie de parler d'argent. Donc j'ai un podcast qui s'appelle Histoire d'argent. Je dis pas que j'ai envie de parler d'argent. Non, mais juste c'est original. Pour moi, c'est vraiment un sujet tabou dont il faut parler et dont on ne parle pas assez d'une manière générale. Donc moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est-à-dire qu'il y a eu un leak en 2021 là sur, en gros, les infos. Plein d'infos de Twitch ont fuité, et notamment les revenus de tous les streamers. Ouais. Et donc le revenu que tu touches toi sur Twitch, alors qu'il y a une seule partie, j'imagine pas la totalité de ce que tu gagnes en tant que boîte, a leaké, donc plus d'1 million d'euros, 1,4 million
quasiment 500 000 euros, c'est ça, de revenus, si je me souviens plus, mais ouais, c'est ça. Et c'était en dollars, parce qu'on est payé en dollars. En dollars, tout à fait. Quelle est ta question sur ça? Ma question, c'est, j'ai adoré le fait que tu viennes prendre la parole dessus de façon très ouverte. Ouais. Parce que je crois que c'était très intéressant parce qu'il y a eu vraiment plein d'infos qui ont leaké et donc plein de réactions très différentes à ce moment-là sur l'argent de la part de tous les streamers. Et toi, tu as fait un post sur Twitter pour venir expliquer qu'est-ce qui t'a donné envie de venir mettre finalement des mots assez simples sur ces revenus-là, d'expliquer aussi que c'était des revenus, que c'était du chiffre d'affaires, que c'était pas du bénéfice à la fin, qu'il fallait prendre tout ça en compte, quoi. Ouais, je pense que globalement sur Twitch, on a plus tendance à être transparent sur l'argent, enfin ouvert. Je dirais pas transparent, je dirais ouvert parce que c'est pas la même chose. Je dirais on est plus ouvert sur l'argent par rapport à des milieux comme Instagram, YouTube, TikTok, plus opaques. Parce que nous on est en direct tout le temps, donc il y a beaucoup de questions qu'on peut pas esquiver. Et vu qu'on peut pas les esquiver, on finit par y répondre parce qu'on se dit de toute façon autant y répondre. Voilà, avec chacun la transparence qu'il veut, mais en tout cas on a une certaine ouverture par rapport à ça, je pense. Quand les leaks sont sortis, moi j'ai reçu beaucoup de mentions, beaucoup d'insultes, beaucoup de félicitations aussi. En fait, le truc, c'est que comme j'étais numéro 1 français dans cette liste. Et du coup, les gens, ils regardaient un peu, ils cherchaient, ils faisaient alors premier français, deuxième français, troisième, quatrième, ils faisaient des classements et ils tiraient des conclusions sur ça, donc qu'elles soient personnelles, entrepreneuriales, etc. Et donc, tu voyais des choses passer, beaucoup de bêtises et beaucoup d'imagination autour de ça, parce que l'argent fascine, rend joyeux, énerve. Il y a beaucoup d'émotions autour de l'argent. Et c'est vrai que je me suis dit, tiens, prenons la parole pour expliquer un peu comment moi je vois l'argent, que ce soit perso ou pro. Et j'ai exprimé mon point de vue ultra personnel en disant, voilà, moi, ce que je pense de ça. Certains en font d'autres choses et en vrai, c'est très bien pour eux. Je le dis dans mon thread, d'ailleurs, je dis, voilà, mon opinion, c'est ça. Ça veut pas dire que les autres font mal, mais mon opinion à moi, c'est ça. Et j'ai parlé de l'entrepreneuriat, notamment, en disant qu'effectivement, c'était du chiffre d'affaires. Et j'ai aussi dit, l'un des premiers trucs que je dis, je crois, dans le thread, je me souviens pas très bien, mais c'est que c'est une infime partie des revenus. En fait, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, un streamer Twitch, alors c'était moins le cas à l'époque peut-être, mais un streamer Twitch aujourd'hui, son chiffre d'affaires payé par Twitch, c'est un pourcentage. Et quand on fait du jeu vidéo, on a ce qu'on appelle des opérations commerciales, ou des fois on a des éditeurs qui viennent nous voir en disant, voilà, là j'aimerais que vous jouiez à mon jeu pour 2 heures, 4 heures contre X euros. Les prix varient, ça va du simple au x20. Bah oui. Ça dépend qui on est, quel jeu on fait, quelle période, quel budget à l'agence, combien il y a de streamers impliqués. Ça dépend de plein de trucs. Même moi, j'ai pas de tarif fixe pour faire. Ah ouais, t'as pas un forfait ou un truc comme ça. Okay. J'ai pas de forfait parce qu'en fait, ça dépend trop. Ça dépend trop de la période. Est-ce que j'ai quelque chose de prévu à ce moment-là qu'il faut que j'annule pour faire ça? Est-ce que le studio, je le connais? Est-ce que le jeu va me plaire? Ou est-ce que c'est plutôt quelque chose que je vais faire les pieds à reculons? Voilà. Est-ce que je serai en groupe? Est-ce que je dois organiser quelque chose autour de ça qui est autre chose que streamer dans ma salle? En fait, c'est trop compliqué de donner un tarif. On a des tarifs pour quand il y a des demandes similaires, bien sûr, mais en fonction du budget, par exemple. Et parfois, on a l'inverse. On a aussi l'éditeur qui dit, voilà, j'ai X milliers d'euros, X centaines d'euros, X dizaines de milliers d'euros. Qu'est-ce que vous me proposez pour ça? Sachant que moi, je veux pas un stream dans votre salle, quoi. Donc là, on propose autre chose. Voilà. Bon, bref. Tout ça pour dire que les leaks Twitch ont été publiés, je crois, c'était 20 mois ou 18 mois de chiffre d'affaires, je crois. C'était pas un an, il me semble. Donc déjà, il y avait plein de gens qui disaient que c'était un an. Je leur disais, alors déjà, c'est plus d'un an, etc. Et je voulais leur dire, vous trouvez que c'est beaucoup? Eh ben, sachez que déjà, c'est peu. Pour commencer, c'est peu parce que c'est une infime partie des revenus. Ensuite, voilà, je vais essayer de vous expliquer. Alors, je sais plus ce que je dis, mais en gros, je disais que moi, je faisais des événements, que j'employais des gens et que pour moi, l'argent, c'est un moyen, pas un but. Et que justement, on est dans une optique où, entre guillemets, plus on a d'argent, plus on essaie d'en faire des choses. J'en ai beaucoup parlé en live, notamment récemment avec la Zilan et tout, parce que les gens se demandaient ce que ça impliquait de faire des événements comme ça. Et donc, j'ai essayé d'expliquer un peu aux gens, voilà, l'événementiel, ça coûte, employer des gens, ça coûte. Et j'ai pas grand chose à dire de plus que ce que j'avais dit dans ce thread là. En fait, c'est aussi pour ça que je voulais le faire, parce que je trouve que c'est intéressant. Moi, en fait, je me suis dit, si j'étais un spectateur, j'aimerais bien que quelqu'un en parle et prenne la parole pour expliquer, parce que je pense que quand t'es pas dans ce milieu, en plus, c'est une opacité énorme. Moi, je me rends pas trop compte, mais je pense que quand on n'est pas dans le milieu, les gens doivent tout imaginer. Je pense qu'il y a des gens qui doivent penser qu'on gagne 500 euros par mois comme 5 millions par mois. Et je pense vraiment qu'entre les deux, il y a tous les chiffres. Et je le sais parce que
parce que j'ai des gens qui m'écrivent des choses des fois et je réalise ça. Parce que là, j'imagine qu'en disant ça, t'as des auditeurs qui vont se dire mais non mais 500 on sait que c'est pas vrai, et t'en as d'autres qui vont dire non mais 5 millions on sait que c'est pas vrai. Mais en fait, il y a des gens vraiment de cette galaxie-là jusqu'à l'autre, et c'est fou de voir ça. Est-ce que je me demandais en fait, moi il y a un des trucs qui me fascine sur Twitch, c'est, alors pour les gens qui connaissent pas, il y a vraiment cette culture du don. Les gens s'abonnent, les gens donnent, les gens soutiennent. Ouais. Pour moi, c'est la toute première plateforme qui a été conçue comme ça. La culture est comme ça, c'est-à-dire que avec le financement participatif, peut-être. Effectivement, mais je crois que le financement participatif, il y a un truc qui est plus, tu vas donner à un moment donné une idée. Et toi, en tant que personne, tu vas investir dans l'idée. Alors que j'ai l'impression que sur Twitch, il y a vraiment un truc de vouloir soutenir le créateur, ce qui est pas tout à fait la même chose, tu vois. Ouais, bien sûr. Je me demandais à quel point, toi qui est sur cette plateforme depuis des années, à quel point ça a changé ta vision de l'argent. À quel point ça t'a aussi incité et détendu par rapport au fait de recevoir de l'argent. Tu vois ce que je veux dire ? Je pense qu'on n'est jamais détendu dans le fait de recevoir de l'argent qui soutient ton idée et ce que tu es, parce que c'est ce qui se passe sur Twitch. Moi, en rigolant, je dis toujours donnez sur ma chaîne, vous investissez sur votre divertissement. Je dis ça pour rigoler à chaque fois. Et en fait, je leur dis mais regardez, c'est vrai, si vous donnez des subs et tout, bah il y aura des ILAN, vous le savez que les événements continueront. Et en fait, pourquoi je dis ça ? Parce que c'est hyper intéressant ce que tu dis, ce rapport à l'argent, de comment ça se passe de recevoir de l'argent et tout. Moi, j'estime que j'ai une responsabilité. Et c'est pas le cas de plein de créateurs, et en vrai, tant mieux, parce que c'est probablement une torture mentale. Mais moi, j'estime que j'ai pas le droit de juste prendre l'argent et m'acheter du confort personnel jusqu'à plus soif, ou plus de limites. J'estime qu'il faut plus. Quand des gens soutiennent mes idées, ce que je fais, ce que je montre, ce que je leur donne dans ce player Twitch qui est gratuit de base, si ils investissent là-dedans, c'est parce qu'ils savent que quelque part ils vont y retrouver leur compte en termes de divertissement. Et j'essaye de véhiculer un peu cette idée depuis que je fais ce métier, depuis 2010. Non, peut-être pas depuis 2010, qu'il n'y avait pas les événements avant, et puis j'avais pas l'argent. J'ai commencé à gagner de l'argent en 2012 environ, parce que j'ai fait quasiment ce métier 2 ans sans gagner un centime. Ça paraît incroyable aujourd'hui, mais c'était le cas à l'époque. Je savais même pas que ça rapporterait 1 euro un jour. Et pourtant, je l'ai fait parce que je trouvais ça trop cool. Donc, on va dire depuis 2012-2013, quand j'ai compris que les gens étaient prêts à investir des sommes, qu'il y avait des gens qui mettaient plusieurs dizaines, cinquantaines, voire centaines d'euros par mois, par an, je me suis dit, bon, bah voilà, ces gens-là, il faut leur donner quelque chose en échange. Et comme je peux pas leur donner, là, un bien physique, je suis pas un commerçant, essayons de faire comme une sorte d'investissement sur du divertissement. Et c'est comme ça que j'ai voulu faire les premiers événements. C'est comme ça que j'ai voulu créer un studio de jeu, parce que je me dis, bah voilà, là j'ai créé une boîte. Effectivement, c'est moi, mais en même temps, on va produire des choses pour les gens qui investissent de l'argent là-dedans. C'est aussi pour ça qu'on fait des événements. C'est aussi pour ça que j'essaie parfois de faire, par exemple, tu vois, des tout petits événements où, par exemple, je donne des sub Twitch dans une compétition qui s'appelle le Fight for Sub et tout. Enfin, j'essaie de faire des petits trucs comme ça, pour dire, bah voilà, de temps en temps, on essaie de rendre. C'est aussi pour ça que j'ai fait le The Event à la base, que je disais, voilà, je peux prendre sur moi des premiers The Events, ils étaient totalement autofinancés. Aujourd'hui, c'est une machine qui est énorme et on invite énormément de gens et on a un concert, donc je pourrais plus tout payer moi-même. Hélas, puisque moi j'aimais bien le fait qu'on paye tout nous-mêmes et que ce soit organisé à la maison. C'est pour ça qu'à la base il y avait le Z de The Event. J'ai fait ça 2 ans dans un salon, enfin une fois dans un salon, une fois dans une cave d'une maison qu'on avait louée. Donc les gens se rendent pas compte aujourd'hui. The Event, ils sont en mode ouais, Zerator il a mis un Z parce que il a le melon et tout, mais non, à la base c'était dans mon salon avec mes potes, avec notre argent, et donc on était en mode c'est cool de mettre un petit clin d'œil Z avec le côté The Event en anglais. Ça marche. Donc voilà, ça fonctionne. Et après on a gardé le nom parce que l'image de marque est forte et c'est chouette de garder ça, mais c'est plus un clin d'œil aujourd'hui qu'une volonté. Voilà. Donc comment ça a changé mon rapport à l'argent ? Je me sens un peu investi d'une mission, d'une responsabilité. Responsabilité, ouais. Ça veut pas dire que je réinvestis 100%. Bien sûr, j'ai mis de l'argent de côté. J'essaye de me dire, bon, bah voilà, si ce métier s'arrête, est-ce que je peux mettre des trucs de côté, etc. Ceci dit, je le fais depuis assez peu de temps. Depuis, je dirais, 2-3 ans maintenant, alors qu'avant, je réinvestissais vraiment tout. Donc ouais, je me sens effectivement très responsable de ça. Et je me dis, il faut absolument que les gens, ils se disent, ah bah ouais, en fait, c'est pas vraiment un don qu'on fait à Zerator, c'est on paye tout ce qu'il fait dans l'année. J'essaye en tout cas. Ok. J'essaye. C'est trop intéressant, hein. Vraiment pour moi. Ouais, tant mieux. De l'extérieur, pour moi, c'est fascinant, et surtout que t'as
que tu lèves aujourd'hui des millions d'euros avec le Z-Event, tu vois, là, tu disais tout à l'heure que tu as reçu des insultes quand tes chiffres à toi perso ont leaké, alors que tu reçois, j'imagine, des louanges d'organiser tout ça, qui permet de pouvoir cet argent-là. À un moment donné, il est comme il est pas pour toi. J'ai l'impression qu'il est moins sale entre guillemets. Ah, bien sûr. Que ton argent perso qui te revient dans tes poches, quoi, ce qui est quand même fou. Ah ouais. Ah, c'est ce que tu dis, c'est hyper vrai. Mais de toute façon, bon, déjà, on se fait insulter pour tout aujourd'hui, donc c'est quelque chose avec lequel on a pris beaucoup de distance. La plupart des créateurs qui font ça depuis longtemps ont vraiment beaucoup de distance par rapport à ça. Enfin, en tout cas, moi, j'en ai, et je pense que l'âge aide beaucoup aussi à prendre de la hauteur. Le fait d'être en physique avec des gens assez souvent aide aussi à prendre de la hauteur. Donc bon, déjà, ça, c'est pas très grave. Et ensuite, effectivement, on a toutes sortes de réactions. Moi, je dis souvent, mon métier, c'est de créer des émotions. Alors, je dis pas justement de la joie, parce que c'est pas toujours le cas. Et chaque fois que je crée de la joie pour des gens, j'imagine que je crée de la haine pour d'autres. J'imagine. Donc voilà. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression. Mais même si heureusement, c'est tu la reçois, très grande minorité, hein. Tu vois, voilà, oui, c'est une minorité, mais ça reste des gens qui sont très vocaux. Tu la reçois, la haine sur les réseaux. Très petite minorité, j'ai dit très grande minorité. On avait tous compris. Je crois. Mais oui, donc c'est peu de gens, mais très bruyants effectivement. Et pour le reste, c'est beaucoup de gens qui rigolent, qui stressent. Je dis stress pour les événements quand on crée des happenings, des climax et tout, mais ouais, donc c'est ça qui est fou. Et là, le plus grand exemple très récent, c'est la Zilan, où beaucoup de gens m'ont dit oh, les ascenseurs émotionnels que tu nous as fait, j'en pouvais plus. Et moi, j'adore lire ça. C'est vraiment pour ça qu'on fait ça. Et c'est pour ça que je fais ce métier. Et même quand je suis en live, j'en joue un peu tout le temps. Tu vois, hier, je voulais dire un truc aux gens et je sais plus ce que je voulais leur annoncer. Et à un moment, je leur dis faut que je vous annonce. Et puis je m'arrête et je dis je vous le dirai dans 1 heure. Et puis je continue à faire mon truc. Et les gens étaient là, non, arrête, dis-nous maintenant, s'il te plaît. Et 1 heure après, pile, 59 minutes, 59 secondes, un gars, il m'envoie le message. Alors, c'était quoi que tu voulais nous dire? Et alors là, laisse tomber, j'ai pas pu y couper. Je leur dis, mais c'était rien, je voulais juste vous dire un truc, voilà, ça. Et donc voilà, on a créé un petit moment. Donc, c'est que des petites choses comme ça, créer des émotions. Parlons de santé mentale un peu, si tu veux bien. Ah oui. Un coup. Donc effectivement, Gillette, j'avais vu cette fameuse vidéo que vous aviez faite avec Gillette. Je la mettrai dans les notes à l'occasion de Movember, qui est un mouvement, qui est une opération en fait qui se passe tous les mois de novembre pour faire parler un peu de santé mentale autour de la masculinité. Il y a une étude qui dit que le cerveau humain est pas fait pour recevoir autant de communication et de messages que tu peux en recevoir tous les jours. Sûrement. Franchement, humainement, le cerveau, il est pas fait pour ça. Il est fait juste pas pour trop. discuter avec 10, 15, 20, peut-être 100 personnes autour de toi dans ta vie et pas plus, quoi. J'imagine, tu vois, tout à l'heure, tu parlais de responsabilité. J'imagine aussi à quel point, derrière cette responsabilité, il y a aussi des risques, en fait, tu vois, tout bonnement, de santé mentale, etc. J'ai cru entendre qu'en 2017, tu avais fait un burn-out, tu étais allé dans le mur, justement. Ouais. Comment aujourd'hui, 7 piges plus tard, tu vois cette période-là et comment tu fais en sorte de te préserver aussi par rapport à tout ça? Parce qu'on parlait de haine tout à l'heure, mais ça aussi, ça doit pas être facile à encaisser dans la gueule, quoi. Je pense que ça, j'ai appris avec le temps, mais le meilleur moyen de se protéger vraiment du burn-out, de la haine, de l'accumulation de choses négatives, en tout cas, c'est le cercle social proche. En tout cas, moi, c'est ce qui fonctionne. Après, je sais pas comment ça fonctionnerait pour les autres, mais moi, c'est vraiment ça. Quand je dis cercle social proche, c'est ta copine, ta famille, ton copain, tes amis, en fait, n'importe qui autour de toi qui te connaît pour autre chose que ce que tu es visiblement sur Internet et qui peut te faire redescendre sur Terre, etc. Pour le meilleur et pour le pire. Hein. C'est-à-dire, des fois, c'est pas forcément du négatif, ça peut être pour du positif aussi, où les gens ils disent « mais non, regarde ». Donc, tu veux dire que t'as un entourage qui t'empêche de prendre le melon aussi? T'as pu avoir cette... Alors ça, c'est sûr. Bon, déjà, je pense qu'il y a assez peu de streamers en vrai qui ont le melon. Franchement, en fait, c'est dur d'être hors sol quand tu parles à des gens tous les jours. Il y a beaucoup de spectateurs qui, à mon avis, entendraient ça et se diraient mais pas du tout, ils ont trop le melon et tout. Mais franchement, c'est pas le cas. Et c'est pas le cas parce qu'on parle aux gens tous les jours. Et en fait, on a tous les jours des gens qui, si jamais on sort de la limite, nous disent non, attends. Calme-toi. Et voilà, c'est ça, doucement avec ce qui se passe. Et du coup, ça aide. En fait, on se dit oui, effectivement. Donc le peu de fois on a des tentations de s'extraire, que ce soit en haut ou en bas d'ailleurs, on a des gens qui nous retirent vers la bonne attraction, et c'est-à-dire le réel, quoi. Donc
Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, ouais, le cercle social, trop important. Alors, pour ce qui est du burn-out en 2017, c'était vraiment un burn-out de fatigue. C'était pas de l'accumulation de haine ou quoi que ce soit. En gros, tous les week-ends, je voyageais 1 ou 2 jours pour interviewer des créateurs de studios de jeux indépendants à travers toute l'Europe. Et la semaine, je faisais mes streams. Et en plus, il y avait The Event. Et en plus, il y avait pas la Zilan encore, mais on travaillait dessus. Il y avait Unexpected qui commençait. Donc, il y avait vraiment beaucoup de choses. Et j'avais du mal à m'organiser aussi. J'étais un peu moins bien organisé qu'aujourd'hui. Donc, tout ça faisait que c'était du non-stop, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, aucune pause. Et je voyais plus mes amis, plus ma famille, parce que j'avais pas le temps. Donc ouais, très, très enfermé dans ce même truc, à dormir 4 à 6 heures par nuit. Enfin, non, ça allait pas du tout, quoi. Et donc, ça me pendait au nez. Alors, j'ai pas fait un burn-out où pendant 2 semaines, tu peux plus bouger, t'es paralysé dans ton lit. C'était quelque chose où vraiment, j'ai plus eu quelque chose où je n'arrivais pas à avancer professionnellement. Ça a duré, une petite semaine, je dirais, une semaine, quelque chose comme ça. Mais on me l'a défini comme tel et j'imagine que c'était ça. C'est plus jamais arrivé. Ok. C'est plus jamais arrivé aussi parce que ma copine a tiré des sonnettes d'alarme le peu de fois où ça pouvait réarriver en disant attention là, regarde, tu tires un peu trop d'un côté ou de l'autre. Et tu l'écoutes? Ah ouais, bien sûr. Parce que tu pourrais aussi être oui, je pourrais dire non, t'inquiète. dans ton marathon c'est vrai. et te dire t'as pas de problème. Non, c'est vrai que je pourrais dire non, t'inquiète. Mais en fait, ce qui se passe en général, c'est que je dis non, t'inquiète, mais ça me plante une graine. Et en fait, je me dis en fait, t'inquiète, c'est en fait non, en fait ça va pas. Donc c'est ce qui se passe. C'est-à-dire parce qu'effectivement, quand quelqu'un te dit j'ai l'impression que ça va pas, ton premier réflexe en général, c'est de dire non, c'est bon, qui que ce soit, enfin la plupart du temps. Et donc, mais ça plante la graine, comme je dis. Et en y repensant, t'es là, en fait là, peut-être faut que je prenne un peu de temps. Mais parfois, ça tient à pas grand-chose. Des fois, je me prends 2 heures, même dans une semaine complète où j'ai beaucoup bossé, 24/7. Si je prends 2-3 heures à un moment précis pour essayer de réfléchir, faire un peu rien et tout, bah ça peut quasiment tout dégager. Oui, de sortir, d'aller te balader. Parfois, ça tient à pas grand-chose. Voilà. C'est ça que je veux dire. Puis vous allez à la mer pas loin, quoi. On a la mer à 12 km. Il faut quand même y aller. Hein. C'est pas à pied, mais il faut y aller. Tu vas pas tous les jours? Non, j'y vais pas tous les jours. Mais non, mais voilà, ce que je disais, c'est que c'est pas forcément. Il faut prendre 5 jours et se déconnecter. Parce que souvent, les gens ils se disent mais c'est bien beau de dire qu'il faut freiner de temps en temps, mais moi j'ai pas le temps ou quoi. Et en fait, moi je pensais un peu innocemment avant que il fallait faire ce truc de là faut partir 2 semaines en vacances, tout couper. En fait, non. En fait, moi, c'est presque ça m'angoisse plus de tout couper. Je préfère me dire, là, j'élimine 70% de ce que je devais faire. Et en fait, je reste à 30% et je prends du temps pour moi, machin. Plutôt que de se dire, je coupe tout 2 semaines, ça, c'est horrible. C'est encore pire. C'est encore pire pour moi. T'as l'impression de bosser quand tu streams, quand tu fais du jeu vidéo, là, c'est toujours intéressant ce rapport au boulot, quoi. C'est marrant que tu me poses cette question, tu vois. Moi, je dis toujours, quand je suis en live, c'est que je suis pas au travail. Et le travail, c'est tout ce qui est hors live. Ouais. Alors, ça dépend des lives, évidemment. Mais je dirais que 80-90% du temps, quand je suis en live, c'est la partie facile. Ce qui est marrant parce que c'est le cœur de mon activité et c'est ce que les gens voient presque au quotidien. Donc, on pourrait se dire, mais pourtant, c'est ça son travail. Donc, mais en fait, non. Étant donné que je fais plein de trucs, à part le live, il y a plein de moments hors live où je fais des choses où je me dis, bon, là, j'aimerais bien être ailleurs, quoi. Donc ouais, je disais quoi? Il y a que hors live que je suis au boulot. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu as la sensation que de monter autant de projets comme ça, il y a un peu une forme de course en avant pour toi, de vouloir, je sais pas, tu disais planter des graines, mais planter un maximum de graines. Est-ce que tu as peur aussi du vide, tu vois? Parce qu'en vrai, ce que tu pourrais faire dans ta vie, c'est juste faire 3 heures de live tous les soirs et en fait le reste du temps buller et ne rien faire, que tu pourrais très largement avoir gagné de l'argent pour pouvoir te payer ton loyer, etc. Ton confort, etc. Ouais. Bah, c'est vrai que c'est marrant ce que tu dis parce que tu vois, j'ai déjà réfléchi à qu'est-ce qui se passerait si jamais j'avais pas toutes les activités annexes, que j'avais que le stream. Et parfois je me dis c'est vrai que ce serait plus simple, ce serait plus cool, ce serait plus de détente. Et j'en avais parlé un jour avec ma copine qui me disait mais en fait moi je te donne pas 3 jours. Elle me disait je te connais, tu tiendras pas 3 jours si t'avais que ça, si tu faisais que ton activité principale de streaming où tu jouais à des jeux 3 heures par soir, tu tiendrais pas une semaine, tu deviendrais fou, tu vois. Et je pense qu'elle a raison. En fait au début je disais non mais quand même et tout.
Mais bon, c'était pas un concours, donc j'ai fini par me dire ouais, en fait, je pense que c'est vrai. J'avoue que j'ai un peu ce côté où j'aime bien faire des choses différentes. Je me lasse vite. Je vais pas dire que je me lasse vite parce que c'est pas vrai, mais j'aime bien aller explorer de nouvelles choses. Pas forcément sortir de sa zone de confort non plus. Je suis pas un casse-cou, un yes man. Y a pas forcément cette idée derrière ça, mais plus de se dire essayer d'explorer des choses tout le temps, se mettre au défi sur des choses qu'on peut maîtriser peut-être, mais et puis moi j'ai la chance de faire un métier dans lequel les choses se renouvellent hyper facilement, déjà parce que on joue pas forcément au même jeu tous les soirs. Moi dans une année complète je peux jouer à 150 jeux différents, c'est quand même incroyable d'avoir ça. Et après il y a aussi l'idée de faire des trucs en groupe, rencontrer des gens, donc pour ça implique d'organiser des choses, donc tu vois encore ce côté social dont je parlais tout à l'heure. Donc ouais, à mon avis à la question pourquoi je fais ça, j'imagine que j'en ai besoin. C'est difficile parce que j'ai jamais vécu sans avoir ça depuis que je le fais. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, ça fait 15 ans que je fais ça et j'ai jamais eu un mois où tout s'arrête et en fait je reviens à une vie un peu plus simple. Donc je pourrais pas te dire qu'est-ce qui se passe si tout s'arrête. C'est pas des trucs qui parfois te passent par la tête et te disent j'aimerais bien redescendre un peu en pression, quoi. Ça me passe par la tête en général quand je vis des périodes un peu chiantes ou je fais des trucs que j'ai pas trop envie de faire, ou là je me dis la vie serait plus simple si juste je jouais aux jeux vidéo sur Twitch. Bah, grave. mais je me le dis assez rarement parce que la plupart du temps je fais quand même des trucs cool et je suis toujours un peu dans l'attente du prochain truc que je fais, donc j'ai pas trop le temps d'y réfléchir. Voilà. Ok. Mais d'ailleurs, le peu de fois où je suis parti plus de 3, 4, 5 jours sans streamer, etc., c'est très 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 rare que je revienne pas sans des idées ou sans des trucs que j'ai envie de faire, parce que j'y réfléchis et quand je me pose, dès que je commence à me poser, en fait je réfléchis à ce que je pourrais faire. Voilà, donc c'est une catastrophe, c'est une maladie peut-être. Non, je crois que je suis malade. Non, mais je sais, tu vois, pour moi c'est toujours intéressant et je te parle de ça parce que je crois que j'ai été beaucoup là-dedans, tu vois, entre mes 30 et mes 40, d'avoir ce truc de course en avant, et avec le recul je me dis, est-ce que c'était pas aussi une fuite en avant, tu vois, même si sur le moment je le vivais jamais comme ça. Bien sûr. Mais tu vois, avec le recul je me dis, quand même, j'étais incapable de juste m'arrêter et de me dire, et on revient peut-être à la solitude, d'avoir de me retrouver seul avec moi-même. La peur de rien à faire, la peur d'avoir rien à faire, rien à partager, être seul, etc. Je sais pas si c'est ça. Franchement, c'est difficile à dire. Moi, c'est vrai que j'ai pas été beaucoup célibataire, j'ai pas été beaucoup solitaire. Je suis dans une famille nombreuse. J'ai quasiment tout partagé tout le temps. Voilà, j'ai jamais voyagé seul, donc. Après, c'est pas une maladie, hein, tu vois. Non, bien sûr, partager tout le temps, mais c'est juste, je trouve ça toujours intéressant de réfléchir un petit peu aux trucs dont on a peur, tu vois. Ouais, bien sûr. D'aller vers les trucs qui nous font peut-être un peu flipper, quoi, en vieillissant. Ouais, tout à fait. Bon, voilà. Et après, il y a quand même autre chose, c'est que aujourd'hui, même si je voulais tout arrêter demain, il y a des choses pour lesquelles je suis engagé. Ah oui. Notamment, les boîtes, les choses comme ça. Il y a littéralement des gens dont le métier dépend de mon activité professionnelle. Et rien que pour ça, je pourrais pas m'arrêter du jour au lendemain. C'est-à-dire que même la responsabilité. On en revient à la responsabilité, mais bon, je me suis créé moi-même. Hein. Oui. Voilà, il y a pas de, je veux dire, je suis pas en mode maintenant je suis bien dans la merde, il y a des gens derrière. Non. Je suis aussi fier de ça, mais il y a ce côté où voilà, je peux pas lâcher. Et là, et effectivement, il y a déjà des lives où j'avais pas eu envie de live, où j'étais malade, où je suis quand même venu live parce que en fait, il y a des choses plus grandes que moi aujourd'hui, même si j'ai pas envie ou que je peux pas, tant pis, faut y aller quand même, tu vois. Récemment, j'ai fait la Zilan, je sortais de maladie, j'avais pas de voix, je vais pas annuler la Zilan. Hein. Il y a 150 personnes impliquées sur l'événement depuis 6 mois, je vais pas arriver, non, j'ai un peu mal à la gorge. Ah, tant pis, hein. C'est aspirine et tant pis, je tousserai sur scène. Hein. Et c'est ce qui s'est passé, j'ai toussé sur scène pendant 3 jours et tant pis, tu vois. Donc, mais ça arrive pour plein même des petits lives et tout, où parfois j'ai pas trop envie, où je me sens un peu fiévreux, c'est pas grave, hein, aspégique, vitamine C, puis vas-y, va faire tes 4 heures. Hein. Il y a un côté un peu, faut y aller, quoi. Ah, des fois, il y a un côté, faut y aller, bien sûr. Il y a le public qui m'attend, quoi. Heureusement, c'est plutôt rare. Il y a plutôt enfin, c'est beaucoup plus souvent le cas que je me dise, trop bien ce qu'on va faire ce soir, cet après-midi et tout. Oui, bien sûr. Mais, voilà, des fois, il y a ce côté, allez, faut y aller, c'est comme ça, quoi. C'est vrai qu'on a un peu l'illusion du truc le streamer, il live quand il veut, etc. Et c'est peut-être vrai quand il n'y a pas d'implication, de responsabilité autre que son live. Pour moi, c'est pas du tout le cas, en revanche. Ouais. C'est vraiment pas du tout le cas, et depuis assez longtemps. Oui, et puis je crois que de voir tout ça comme, comment dire, une vie sans responsabilité, sans contrainte, etc., c'est un peu un fantasme, parce que... Et puis surtout, on fait un métier où à l'instant T, on n'est pas remplaçable.
C'est-à-dire que moi, si je pars ou si je malade 2 semaines, personne va prendre la chaîne Zerator et faire Moi, du j'arrive. Zerator. Bonjour, je suis. Tu peux. Bonjour, c'est moi. Tu peux, Qui es-tu mais ça va me nuire professionnellement. Ah oui, hélas. Franchement, j'aimerais bien. Ouais. Donc voilà. Donc c'est vrai qu'avoir un métier dans lequel toi seul peux faire la tâche que tu fais, bah voilà, ça implique des sacrifices. T'as l'impression que c'est pour ça que t'as délégué aussi un maximum de pouvoir faire en sorte de créer d'autres choses dans lesquelles t'as pas besoin d'être. Ouais, bien sûr. Ouais. Et puis surtout, comme je disais, c'est nécessaire pour faire d'autres choses, en fait, que pendant que toi tu fais quelque chose, quelqu'un puisse réfléchir ou accomplir quelque chose d'autre. Et en plus, c'est bien parce que tu les partages, ces choses. Donc des gens vont être impliqués dans des choses et vont être fiers de ce que on a réalisé ensemble. Moi maintenant, la Zilan, je dis jamais trop bien la Zilan que j'ai organisée, ça arrive jamais. Ouais. C'est toujours trop bien ce qu'on a réussi à faire avec la Zilan. Je suis trop content qu'on puisse faire ça avec la Zilan. Et les gens, ils seront contents de bosser là-dessus. C'est beaucoup de fatigue. Il y a beaucoup de choses où on aimerait mieux faire. On est ultra perfectionniste sur cet événement-là et tout. Et il y a plein de ratés, mais il y a globalement beaucoup de choses qui réussissent. Et pareil pour les events et tout, on est toujours très content quand on arrête. Enfin, quand on arrête, quand l'événement se termine. Parlons de Mandatory. Ouais. C'est pareil, j'ai un peu l'impression que tu as découvert ce jeu donc qui s'appelle Valorant et Ouais. à un moment donné tu t'es dit OK, il y a sans doute un truc à faire. Enfin peut-être que je fais un gros raccourci, tu vois, mais de ce que j'en ai entendu, Ouais. tu as vraiment eu cette envie de créer un truc autour de ce jeu et de monter une équipe et de te dire bah pourquoi pas, c'est peut-être l'occasion de monter une vraie structure d'e-sport, etc. C'est comme ça que ça s'est passé, aussi simplement que ça? Alors l'histoire est longue, mais je vais essayer de la faire courte. Mais en gros, moi, je suis dans l'e-sport depuis pas mal de temps. Évidemment, il y a eu StarCraft 2, machin. Mais quand j'étais plus jeune, il y avait des équipes de Counter-Strike, donc qui est le jeu qui a quasiment donné naissance à Valorant. Ouais. Hein, c'est son oncle, on va dire, son cousin très proche. Et en gros, quand j'étais dans les cybercafés, moi j'étais déjà dans des équipes Counter-Strike, j'ai fait des LAN Counter-Strike où je faisais partie de ces équipes-là, et j'ai rencontré des équipes e-sport de l'époque. Là, on parle de 2005, 2003, vraiment des époques très lointaines. À l'ancienne. On parle d'il y a 20 ans. On parle d'il y a 20 ans. Et j'étais un peu en admiration sur ce truc-là. Waouh, être payé pour jouer aux jeux vidéo, être professionnel, c'est un truc de fou. En plus, il y avait des fans, ils jouaient sur scène, c'est incroyable. Bref, quand Valorant arrive, déjà j'ai la chance d'être invité par Riot Games à Dublin en janvier pour tester le jeu en avant-première. Il n'avait pas encore été annoncé, donc j'y vais avec AlphaCast à l'époque et on teste le jeu. Et moi direct je tombe amoureux du truc. Je dis ok, en fait c'est le Counter-Strike rafraîchissant de maintenant dont j'ai besoin, que je trouve incroyable, etc. Et je me dis ok, bon, quand le jeu sort, c'est sûr je vais streamer, c'est sûr je vais faire des trucs. Le confinement arrive, Valorant arrive en même temps. Vraiment, on pouvait pas mieux faire. Alors là, pour moi, c'était top. Il y a eu Animal Crossing et Valorant. C'était mes 2 jeux du confinement, tu vois. Donc il y a eu Animal Crossing au début. Deux salles, Valorant. 2 ambiances, hein, vraiment. Et vraiment, rien à voir. Hein. Pour le coup, en termes de jeux vidéo, ça n'a rien à voir. Comme quoi, vraiment, on peut faire les deux. Donc j'ai fait beaucoup de Valorant. Et en fait, j'ai tellement aimé le jeu que j'ai voulu monter un site communautaire autour de ça, qui s'appelait mandatory.gg, qui était un site web au début. Hein. Donc un site où il y avait des guides, on pouvait apprendre le jeu, on pouvait trouver des gens pour jouer aussi. Il y avait genre de forums de discussion, un Discord, un Twitter et tout. Mais j'avais l'idée derrière la tête que si un jour on pouvait faire une équipe, ce serait ça, ce serait Mandatory. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup réfléchi au nom. Mandatory, c'était pas un site web de Valorant, c'était ce que j'aimerais qu'il devienne un club, au moins de Valorant. Après, e-sport, je savais pas, mais au moins de Valorant. Et en décembre, je commente la finale de la première Coupe du Monde de Valorant et je suis dans la même pièce avec Hip qui est le capitaine actuel de l'équipe, avec Gibbs, avec Moment, avec Flora qui est ma copine. En gros, on est que des joueurs de Valorant, on en parle et je me dis franchement, là, est-ce qu'on pourrait pas faire une équipe, ce serait cool. Bref, les planètes s'alignent, tout le monde est dispo à ce moment-là, on a un peu d'argent de côté, on y va. Je rencarde ZQSD et le président de ZQSD qui s'appelle Nicolas, donc Météora. Je lui dis, est-ce que ça te dirait d'être mon sidekick pour Mandatory, parce que je peux pas faire ça tout seul, gérer les mercatos et tout. Lui en plus c'est un fan de sport, donc je sais qu'il aime bien ce côté football manager, tu vois. Et il me dit je suis trop chaud, machin. Donc on fait ça à 2, donc on est 2 cofondateurs, Météora et moi, donc Nicolas et moi-même. Parce que tu parles de mercato, je te coupe, mais il y a vraiment un mercato, Ouais, tout à c'est fait. pas pour rire. Oui, hein, c'est vrai que j'oublie pour les gens, mais en gros, donc on a des échanges de joueurs, des clubs qui s'échangent, on a des achats de joueurs, des joueurs qui sont payés, etc., des primes à la signature, du merchandising avec des maillots et tout. Donc ça se passe vraiment comme du sport traditionnel, à une énorme différence d'échelle, bien sûr, donc une échelle beaucoup plus petite. Par rapport au foot. Évidemment, par rapport au foot, notamment, mais même par rapport au basket, au hand, c'est plus petit. Hein. Ouais. Donc voilà. Par rapport à des vraiment sports
hyper amateur, ça commence à devenir c'est plus que le curling effectivement, mais c'est moins que le rugby, c'est moins que le basket, c'est moins que le hand qui remplissent des stades, même à Montpellier aujourd'hui. Donc voilà, on est quand même sur des échelles moindres, mais aussi des échelles de passionnés, puisque les gens qui montent des structures e-sport aujourd'hui, c'est des structures qui rapportent pas d'argent. C'est des structures qui coûtent énormément d'argent. Et on pourrait se dire, mais pourquoi on le fait du coup ? En fait, ça nous donne du contenu à nous, ça nous passionne, on est fan du jeu. C'est un peu un mix de tout en même temps. Mais je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui montent une structure e-sport en se disant, j'espère que je ferai un maximum d'argent. Parce qu'en tout cas, si c'est le cas, la désillusion sera très rapide. C'est peut-être l'occasion de placer Gillette alors. Donc, tout à fait. En quoi c'est important pour une équipe comme Mandatory d'avoir des sponsors comme Gillette? C'est simple, s'il n'y avait pas de sponsor, il n'y aurait pas d'équipe. Voilà, c'est aussi simple que ça. Non mais franchement, c'est aussi simple que ça. En gros, les fonds, il n'y a pas d'histoire de... En fait, on n'est pas rattaché à des villes comme les clubs sportifs, donc on n'a pas de financement, il n'y a pas de licenciés qui peuvent participer à ça. Donc les seuls financements d'une équipe, c'est le mécénat qu'on fait nous, c'est-à-dire si Zerator veut mettre de l'argent dans Mandatory, ou si les sponsors nous donnent de l'argent à l'année en échange de visibilité qu'on fait sur nos réseaux ou dans les matchs, sur les maillots, etc. Il y a un peu les maillots, le merchandising qu'on a en revenu, mais c'est quasiment rien par rapport à ce que peut amener le sponsoring, ou parfois quand on fait des événements, c'est assez rare, mais tu vois, c'est déjà arrivé que Mandatory se déplace dans un événement et que l'équipe soit payée pour être déplacée un peu comme un cachet d'artiste, quoi. Voilà, donc c'est arrivé très rarement, 1 ou 2 fois, même pas. Donc ça peut arriver, mais globalement, c'est que du sponsoring. Donc effectivement, sans des marques comme Gillette, etc., on pourrait absolument pas. C'est souvent pour ça d'ailleurs que dans les équipes e-sport, il y a un peu une ribambelle de sponsors, parce que comme c'est les seuls revenus, on essaye de démultiplier les sources de revenus pour pas être dépendant d'1 ou 2 sponsors très importants. Sinon, l'année d'après, si elle veut pas signer, ton équipe elle meurt. Donc c'est comme ça que ça se passe. Et c'est aussi pour ça que c'est très dur de voir l'avenir à du long terme pour l'e-sport. C'est très dur de planifier à même 1 an, 2 ans, 3 ans. On est sur ces échelles-là. 3 ans, c'est vraiment inenvisageable. On est sur des 1 an, 2 ans max. C'est des deals d'1 an à chaque fois que vous signez avec les... La plupart du temps, c'est 1 an. Okay. C'est très rare, mais on commence à avoir des deals de 2 ans. Et 3 ans, c'est jamais arrivé. En tout cas pour nous, pour l'instant. Voilà. Et en général, c'est 1 an renouvelable. Sauf que dans 1 an... tu sais pas, s'il y a une équipe qui fait de l'œil à ton sponsor, qu'elle propose mieux, voilà. C'est quoi ton ambition alors avec Mandatory ? L'ambition avec Mandatory, c'est de gagner les ligues sur lesquelles on est impliqué. Donc les championnats du monde pour World of Warcraft et la ligue régionale pour Mandatory Valorant. Sachant que, en plus, on est dans des ligues où on peut monter, un peu comme au foot. Donc en gros, si on gagne la ligue régionale, on peut passer en ligue internationale. Donc un peu en Champions League, quoi. En gros, on peut pas faire les deux. Pour ceux qui comparent par rapport au foot, on peut pas faire la Champions League et la Ligue 1 dans Valorant. On est dans l'un ou dans l'autre. Et c'est des championnats réguliers. Donc nous, pour l'instant, on est en Ligue régionale et on est plutôt dans les favoris. Top 1, top 2, top 3, selon la météo, selon comment ils se sont levés du pied gauche ou pas le matin. Et après, donc, le but, c'est de tout gagner dans les ligues où on est impliqué. Et après... Bien sûr, l'ambition, c'est d'essayer de faire vivre Mandatory le plus longtemps possible, mais pas au détriment de la santé financière du club. C'est-à-dire, on essaye d'être les plus performants possibles, mais pas en se brûlant les ailes, pas en achetant des joueurs trop chers, pas en allant sur des équipes qu'on peut pas financer, pas en leur payant des choses qu'on peut pas leur payer. Donc voilà, c'est le contrat avec nos joueurs. C'est pérennité avant tout, et peut-être que vous pourrez avoir un meilleur contrat chez des concurrents, des équipes concurrentes, mais... Nous, on vise plus le truc de pérennité, structure stable. C'est aussi pour ça qu'on essaie de peu changer nos joueurs. C'est aussi pour ça qu'on les a fait venir à Montpellier pour créer un groupe social stable, etc. Donc voilà, on essaye de faire un peu différemment, mais d'essayer de faire bien. Un peu à la coréenne finalement, où les joueurs coréens vivent ensemble, quoi. Ouais, c'est vrai, ils ont des bootcamps, des gaming house, des choses comme ça. Alors là, nous, ils dorment pas aux locaux, hein. Ils ont quand même chacun leur appart. Mais c'est vrai qu'à une époque, t'as raison, hein. Il y avait ce côté gaming house. Moi, quand j'ai commencé en 2012, j'étais chez Millennium à Marseille. Il y avait une gaming house et effectivement, on avait des joueurs. Il y avait un joueur coréen d'ailleurs qui dormait à la gaming house, ce qui était illégal, hein, d'ailleurs, je pense. À mon avis, dormir sur son lieu de travail en France. Oui. Je pense que c'était illégal. C'est pas. Mais bon, bref. En Corée, c'est accepté. En Corée, voilà, je pense que lui c'était ok. Mais je pense que si on avait un contrôle, c'était foutu. Hein. Bon, en fait, moi j'étais salarié, j'étais pas du tout impliqué dans les décisions. Oui, t'étais pas dans. Mais tout ça, c'était il y a 12 ans maintenant, ça date. Hein. Voilà. Mais aujourd'hui, non, tout le monde dort chez soi. Tout va bien. Et les vaches seront bien gardées, comme il dit. Bon, en même temps, ce serait bizarre d'avoir un dortoir en haut là.
avec l'équipe Mandatory. Bah... Juste le matin, toc toc, debout là-dedans. Ouais, mais tu vois, un peu en mode centre de formation, comme il peut y avoir, tu vois, l'INPES et tout, pour les jeunes. Non, mais dans ce cas, il faut les gamins adapter. Oui, là, on est dans une tour de bureau, tu vois. Oui, clairement. Ce serait bizarre. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je ne t'ai pas amené, dont tu aurais aimé parler? Est-ce qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé? On a fait quand même des sujets importants et dont on parle rarement. Je pense à la santé mentale, je pense à l'argent, je pense à la notoriété. Franchement, c'est pas mal. Hein. C'était cool. Il y a un truc qu'il faut que je te dise, parce que les gens, souvent, ils écoutent les trucs et on me dit souvent, c'est quoi tes conseils pour devenir streamer? Ok. J'en ai un que je donne tout le temps, donc j'en profite, tu vois. Ouais, noté. Je prêche ma paroisse. Mon conseil, c'est de jamais se lancer dans le streaming à 100%. En gros, il y a beaucoup de gens qui se disent, là, après mon bac, après mes études supérieures, je vais faire une année sabbatique, je vais tenter de streamer. Jamais de la vie. Jamais de la vie. En gros, ce qu'il faut, pour moi, c'est essayer de streamer le soir, 1 heure, 2 heures, 3 heures, puis essayer de streamer 2 fois, puis 3 fois, puis 4 fois dans la semaine, en plus de ton activité. Ouais. Moi, j'ai commencé comme ça, j'étais étudiant, je faisais le soir et tout, et je faisais 3 fois par semaine. Et si tu vois que ça fonctionne, si tu vois que c'est un rythme qui te plaît, si tu vois que tu commences à générer quelques spectateurs, ça peut être 5-10, hein, je parle pas de 100, 200, si t'es à 300 alors que tu streames pour la deuxième fois, tu peux te lancer, hein, c'est bon. Mais, donc voilà, si t'arrives à fédérer une communauté, si t'aimes le rythme, si t'aimes le fait de parler tout seul devant une caméra pendant 4 heures, si t'aimes le fait de ne plus aller au restaurant et au cinéma le soir avec tes potes, si tu aimes tout ça, si tu acceptes, si tu embrasses cette idée, alors là, peut-être tu pourras réfléchir à t'y mettre à plein temps. Mais surtout, ne jamais se lancer à 100%. Faut voir un peu ça comme du sport ou de la chanson au départ. En fait, on se dirait jamais, je prends une année sabbatique, j'essaie d'être pro de tennis en 1 an. Ça, peut-être des gens l'ont fait, mais je sais pas si aujourd'hui ils font des compétitions internationales. Pareil pour la chanson, je pense qu'il y a peu de gens qui se disent, là pendant 1 an j'arrête tout, je vais faire que chanter et dans 1 an j'espère en vivre. Je pense pas que les gens fassent ça. Je pense que les gens ils essayent au début, à côté, ils vont chanter dans les bars le week-end, etc. Donc le streaming c'est pareil. On fait de la côté, si ça marche, on y va. Moi, je dis même, si tu arrives à générer un revenu supérieur à un SMIC, alors là, tu peux commencer ta transition. Moi, en général, je dis ça. Ouais. Mais c'est devenu encore plus difficile aujourd'hui. Donc ça nécessite du temps et de l'investissement avant de pouvoir commencer à y arriver, quoi. Voilà, c'est ça. Et après, pas besoin de beaucoup de matériel non plus. Privilégier le son à la vidéo, toujours. Très important. À qui le dis-tu? On est en podcast, bordel. Merci beaucoup, tonton Zera, donc, parce que pour ces bons conseils. Pas de problème. Non, mais c'est important. Il faut que les gens. T'as bien raison. Il faut que les gens entendent. Un grand merci. Salut. Merci à toi.